Une poupée dont les cheveux continuent de pousser. Un mannequin qui est en réalité un corps embaumé. Une peinture créée par la main d'un véritable tueur. Ce sont de véritables artefacts maudits. Ils étaient cachés dans les réserves de musées, loin des gens. Mais il y a aussi d'autres découvertes. Celles qui sont déterrées dessous la terre et remontées du fond. Un coffre-fort enterré avec de l'argent et une arme. Un navire entier rempli d'or. Un champ de chars oublié. Objets maudits, artefacts anciens, caches souterraines. Aujourd'hui, il y aura de tout. Installez-vous confortablement. Dans quelques minutes, vous comprendrez pourquoi certaines de ces histoires ne laissent toujours pas les gens dormir en paix. La vie de l'artiste, Archil Gorky, est une tragédie qu'il est presque impossible de croire. Il est né en Arménie et a connu le chagrin avant même d'atteindre les États-Unis. Sa mère est morte pendant une famine alors qu'il n'était qu'un enfant. Son père ne pouvait pas le nourrir et l'a confié à un orphelinat. Sa vie d'adulte s'est tordue de manière encore plus terrifiante. Son studio a brûlé jusqu'aux fondations. On lui a diagnostiqué un cancer. Il a découvert que sa femme le trompait. Et puis dans un terrible accident, il s'est cassé le cou et le bras. C'était comme si l'homme n'avait pas eu droit à une seule bouffée d'air. Sa psyché n'a pas pu le supporter. Et quelqu'un dira que toute cette série noire s'est infiltrée dans ses peintures. Beaucoup de ses œuvres, peintes entre 1904 et 1938, sont considérées comme maudites. Les gens ont raconté que ces toiles tombaient mystérieusement des murs ou s'enflammaient tout simplement, souvent sans aucune explication. Mais le plus effrayant est un fantôme aux cheveux noirs qui apparaîtrait à côté des peintures, vêtu d'un manteau bleu. Certains de ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec l'héritage de Gorky jurent qu'ils ont vu cette figure de leurs propres yeux. Et maintenant, quelque chose qui fait froid dans le dos. Le 1er mars de l'année 1962, un avion transportant 87 passagers, 8 membres d'équipage et 15 peintures de Gorky s'est écrasé juste après le décollage. Il a chuté 2 minutes après avoir quitté le sol. Personne n'a survécu. Voici Harold, une poupée possédée. Et, en la regardant, il est facile de comprendre pourquoi. J'aurais de sérieuses questions pour tout enfant qui voudrait jouer avec ça. Dans l'année 2003, un jeune homme est tombé sur Harold dans un marché aux puces et pour une raison quelconque a ressenti un désir irrésistible de l'acheter. La poupée était abîmée et usée, mais le garçon a marchandé avec le vendeur et a finalement payé $20 pour l'obtenir. Cependant, il n'a pas été autorisé à partir. Le vieil homme qui a vendu la poupée l'a arrêté et a insisté pour qu'il écoute son histoire effrayante. Il a dit que Harold était un cadeau qu'il avait autrefois offert à son propre fils. Et le fils est mort tragiquement peu de temps après l'avoir reçu. Après la mort du garçon, le vieil homme a gardé Harold dans sa chambre. Et c'est alors que des choses étranges ont commencé à se produire. Il entendait des chants et des rires venant de la pièce quand il n'y avait personne. Épuisé et effrayé, le vieil homme a essayé de brûler la poupée, mais elle ne prenait pas feu. Le garçon a quand même ramené Harold chez lui, et presque immédiatement, tout a mal tourné. Il a commencé à avoir de graves migraines dont il n'avait jamais eu le moindre soupçon auparavant. Et quelques jours plus tard, son chat est mort. Il a commencé à entendre ces mêmes voix et rires dont le vieil homme avait parlé. Mais même après tout cela, il a décidé de garder Harold. Il l'a simplement fourré dans une valise. Ma mariée n'est pas juste un portrait. Derrière se cache une histoire pleine de tragédie et de désespoir. La peinture a été créée à la fin du 19e siècle par l'artiste philippin Juan Luna. On pense qu'elle représente sa femme Passepardo de Tavera. Mais tout ce qui est lié à cette toile est tout sauf romantique. En l'année 1892, Luna, dans un accès de jalousie, a tué sa femme, s'étant mise en tête qu'elle le trompait. Et il ne s'est pas arrêté là. La mère de celle-ci est également morte avec elle et son frère a été gravement blessé. On dit que la peinture est visitée par l'esprit de l'épouse assassinée. Vengeresse et furieuse à cause de la façon dont sa vie a été écourtée. En l'année 1987, le portrait a été exposé au musée métropolitain de Manille. Et le jour de l'ouverture, quelque chose d'étrange s'est produit. Une lampe directement au-dessus de « Ma mariée » a explosé, plongeant le tableau dans l'obscurité totale, tandis que toutes les autres toiles continuaient d'être brillamment éclairées. Et les personnes qui, par la suite, se sont trouvées être les propriétaires de ce portrait ont raconté des choses que l'on n'a pas envie de croire. L'un a fait faillite, une autre a fait plusieurs fausses couches consécutives.
Dans un petit musée de la ville danoise de Nykøbing Falster, derrière une porte secrète, on a découvert quelque chose qui semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Un humanoïde grotesque à tête de loup, fabriqué avec un réalisme effrayant. Lors de rénovation en l'année 2017, les employés sont tombés sur une pièce cachée remplie de boîtes, de documents et de croquis appartenant à l'excentrique ancien propriétaire du bâtiment, le mystérieux Cornelius Röder. Parmi son étrange collection se cachait cette figure troublante, magistralement assemblée à partir de fourrures animales, d'os et de matériaux d'un réalisme effrayant. Des murmures sur des rituels occultes et des pratiques interdites se sont immédiatement répandus. Les conservateurs du musée sont toujours perplexes et ne savent pas ce que c'est, de l'art sombre, une relique rituelle ou quelque chose de bien plus sinistre. Quoi qu'il en soit, la créature est maintenant solidement enfermée, loin des regards indiscrets. Peut-être pour notre propre sécurité. Dans une sombre arrière-salle d'un musée se dresse une exposition grotesque qui brouille la frontière entre le mythe et le cauchemar. Le squelette de ce qui ne peut être appelé qu'un centaure, une créature comme si elle sortait tout droit des légendes grecques antiques. Il a été découvert derrière des portes verrouillées dans un musée européen de curiosités. Et cette étrange trouvaille a immédiatement engendré les rumeurs les plus folles sur son origine. Le squelette est assemblé avec une précision anatomique frappante. Les os humains et de cheval sont connectés si parfaitement que l'on commence involontairement à penser à des expériences secrètes ou à des rituels occultes menés il y a des siècles. Le personnel du musée laisse entendre que la piste mène à un obscur collectionneur du XVIIIe siècle obsédé par les hybrides mythologiques. Mais les détails sont délibérément gardés dans le brouillard. Un canular scientifique astucieux ou un sombre artefact avec un passé vraiment maudit. Une chose est claire, il est caché loin du regard du public pour une bonne raison. Les pierres d'Ica sont originaires de la province péruvienne d'Ica et sont faites de roches volcaniques. Leur taille varie considérablement, de celles qui tiennent dans la paume de votre main à de lourds rochers. Mais ce n'est pas ce qui les rend intéressantes, c'est ce qui y est gravé. Les images semblent raconter l'histoire d'une civilisation antique inconnue qui possédait des technologies étonnamment avancées. Des scènes avec des machines complexes et des pratiques médicales sont visibles sur les pierres. Certaines dépeignent des interventions chirurgicales, sur le cœur, sur le cerveau, une césarienne, des transplantations d'organes. D'autres laissent deviner une connaissance de l'astronomie. Des figures regardant les étoiles à travers des télescopes et à proximité sont sculptées des machines volantes et quelque chose de très similaire à des vaisseaux spatiaux. La question se pose d'elle-même. Comment une civilisation avec de telles technologies a-t-elle pu exister il y a si longtemps? Et pourquoi n'en est-il resté aucune trace, à part ces images? Pas de ruines, pas d'artefacts, pas de restes. Alors que sont-elles de véritables reliques d'une société disparue depuis longtemps ou juste une habile contrefaçon? Les pierres de Dropa sont une série d'artefacts mystérieux qui, selon certaines affirmations, ont environ 12 000 ans. Ces disques de granit seraient couverts d'inscriptions racontant l'histoire d'un vaisseau extraterrestre s'écrasant sur Terre. Selon la légende, en l'année 1937, une expédition archéologique dans les montagnes de Bayan-Har en Chine a découvert 716 de ces disques et à proximité, les restes de créatures au corps fin et aux grandes têtes. On dit qu'après de nombreuses années d'études, un scientifique chinois a réussi à déchiffrer les inscriptions. Selon elle, les disques ont été créés par des êtres extraterrestres qui se sont écrasés. L'étude a été publiée dans une revue universitaire, mais la découverte a rencontré les critiques et les moqueries les plus féroces. Et l'auteur a finalement quitté le pays, commençant une nouvelle vie au Japon, où il est mort peu de temps après. On dit que les disques mesurent environ 30 cm de diamètre, 2 rainures forment une double spirale autour du trou central, et des symboles ressemblant à des hiéroglyphes ne peuvent être vus qu'à la loupe. En l'année 1966, l'histoire a refait surface lorsqu'un journaliste soviétique a écrit un article affirmant que les disques contiennent des métaux comme le cobalt, conduisent l'électricité et émettent même un bourdonnement s'ils sont placés sur un tourne-disque spécial. Mais à ce jour, personne ne sait où sont ces pierres, ni si elles ont jamais existé. La lune de Baroda est un diamant jaune de 24 carats avec une réputation que vous n'aimeriez guère porter autour du cou. La pierre a été trouvée en Inde il y a environ 500 ans et elle a passé des siècles entre les mains d'une dynastie royale qui dirigeait une partie du pays.
Au milieu du XVIIIe siècle, il a traversé l'océan pour la première fois. Il a été brièvement possédé par l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette. Après sa mort, le diamant est retourné en Inde et certains ont associé son destin précisément à la malédiction de la pierre. Et puis, déjà en l'année 1953, un bijoutier de Détroit nommé Meyer Rosenbaum a acheté la pierre, l'a suspendue à un cordon de cuir et a laissé Marilyn Monroe la porter lorsqu'elle faisait la promotion de la comédie musicale « Les hommes préfèrent les blondes ». Et au cours de cette même année, sa carrière et sa vie personnelle ont commencé à se dégrader rapidement. La lune de Baroda a fait surface lors de ventes aux enchères dans les années 1990 et 2018. Mais les deux fois, l'acheteur a souhaité rester anonyme. Alors qui sait comment leur destin a tourné ? Le coffre conjuré, qui est également appelé le coffre de la mort, est selon toutes apparences le coffre en bois le plus ordinaire, se trouvant au musée historique du Kentucky. Mais son histoire passée est tout sauf ordinaire. Tout remonte aux années 1830, au Kentucky, où un homme nommé Jeremiah Graham a commandé le coffre à un homme réduit en esclavage nommé Rémus. On dit que Rémus, avec d'autres personnes réduites en esclavage, a été forcé de le fabriquer et n'a pas été payé un seul centime pour le travail. Et puis, selon la légende, il a fait ce que probablement n'importe qui à sa place aurait fait, il a maudit cet objet. La première victime fut le propre fils de Graham, qui mourut dans des circonstances mystérieuses. Après cela, le coffre, comme on dit, a accumulé un score impressionnant. Au moins 16 personnes sur plusieurs décennies, allant de maladies soudaines à des accidents ridicules. Finalement, le coffre a acquis une telle réputation qu'il a été remis au musée du Kentucky, où il se trouve depuis lors. Le papyrus de Tully est un artefact mystérieux dans lequel certains voient des preuves documentaires d'une ancienne rencontre avec des extraterrestres. L'histoire commence en l'année 1933, lorsqu'Alberto Tully, un conservateur des musées du Vatican, a découvert un rouleau de papyrus au Caire. On pense que le document remonte à l'époque du pharaon Thoutmôsis le IIIe, autour de l'année 1480 avant notre ère. Mais la chose la plus étrange a commencé plus tard. Après la mort de Tully, le rouleau a disparu sans laisser de traces. Des années plus tard, l'égyptologue italien Boris de Rachevitz a affirmé avoir trouvé une copie de la traduction du papyrus. Et, si l'on en croit son déchiffrement, le texte décrit un événement absolument incroyable. Un jour d'hiver, un disque est apparu dans le ciel d'environ 50 mètres de long et 5 mètres de large. Il émettait une odeur dégoûtante et il n'avait pas de tête. Quand il s'est approché, les gens se sont figés de terreur. Ensuite, d'autres disques sont apparus, brillant plus que le soleil, et par la suite des poissons sont tombés du ciel. Le pharaon a ordonné de brûler de l'encens en l'honneur du dieu Amon-Ra et a commandé que l'événement soit enregistré pour les descendants. C'est ainsi, selon la légende, que le papyrus de Tully a vu le jour. Si l'Antarctique a été découverte en janvier de l'année 1820, alors pourquoi apparaît-elle sur une carte compilée en l'année 1513 ? Nous parlons de la carte de Piri Reis, créée par un amiral et cartographe turc du même nom. Le mot « Antarctique » ne s'y trouve pas directement, mais beaucoup en sont convaincus. Le morceau de terre dans le coin inférieur droit est exactement ce continent, et exactement comme il était il y a des millions d'années, avant même qu'il ne soit recouvert de glace. Et voici ce qui est étrange. Comment Piri Reis a-t-il pu avoir connaissance de l'Antarctique et comment a-t-il pu représenter son littoral, maintenant caché sous une épaisse couche de glace, sans avoir aucune technologie moderne ? Quelqu'un, moitié en plaisantant, moitié sérieusement, demande « A-t-il pu être un voyageur temporel ?» Et s'il l'était, dans quelle direction a-t-il voyagé pour obtenir cette connaissance ? Vers l'arrière ou vers l'avant ? Toutes les découvertes ne sont pas sinistres. Parfois la Terre nous donne des choses qui nous coupent le souffle non pas de peur, mais d'émerveillement. Et elles réécrivent ce que nous savions du passé. Dans les salles cachées d'un musée est conservé un rappel glacé de l'ancien passé de l'humanité. Le corps étonnamment préservé de l'homme de Tolland, trouvé au fond d'une tourbière danoise. Cette victime de l'âge du fer a 2400 ans, mais elle a l'air effroyablement fraîche. Comme si l'homme s'était simplement figé dans un sommeil éternel. Grâce à la chimie unique de la tourbière, les scientifiques ont non seulement pu déterminer ce qu'il a mangé en dernier, mais aussi prendre ses empreintes digitales des millénaires plus tard. La corde toujours serrée autour de son cou parle d'une sombre fin rituelle et alimente des histoires troublantes d'anciennes malédictions et d'esprits vengeurs. Les musées limitent strictement son accès.
soit par crainte d'endommager la trouvaille inestimable, soit en se méfiant de quelque chose de plus sombre qui pourrait encore errer près de son lieu de repos éternel. Profondément dans la chambre forte d'un musée, dont le nom n'est pas divulgué, repose un artefact qu'il vaut mieux ne pas rencontrer, une étrange créature à 2 têtes ressemblant à une chauve-souris, préservée avec un réalisme effrayant. La rumeur dit qu'elle a d'abord été découverte dans un vieux manoir victorien, caché dans un coffre verrouillé marqué de symboles étranges et illisibles. Son apparence grotesque, des dents pointues, des membres allongés et des museaux désagréablement expressifs, a immédiatement déclenché des discussions sur des pratiques occultes et de sombres expériences alchimiques du passé. Les conservateurs gardent le silence concernant la véritable origine de la trouvaille, craignant peut-être que sa mystérieuse présence n'apporte avec elle une mauvaise énergie qu'il vaut mieux ne pas déranger. Zdzisław Beksinski est un artiste polonais célèbre pour ses œuvres surréalistes et grotesques qui glacent le sang. Sur ses toiles se trouvent des scènes cauchemardesques, des paysages tordus et des personnages effrayants, comme s'ils émergeaient des profondeurs les plus sombres de vos pires rêves. Et cela, il faut l'admettre, est l'un des grands maîtres. Ses œuvres sont vraiment fascinantes. Particulièrement troublantes sont ses peintures sans titre. Les personnes qui les ont vues de près signalent un profond sentiment d'inconfort, comme si la toile pénétrait d'une certaine manière le corps. Ils disent que certaines de ces œuvres affectent la psyché. Après un contact étroit avec elles, des personnes sont tombées malades ou ont été tourmentées par de cruels cauchemars. Et si nous nous souvenons que Beksinski lui-même est mort d'une mort terrible et violente aux mains d'une personne qui a fait irruption dans sa maison, cela ne fait qu'épaissir le sombre halo autour de son art. Certains croient que ces peintures portent une malédiction emprisonnée, attirant des ennuis à tous ceux qui les possèdent. Et ceci est un véritable cauchemar, même sans aucune histoire passée. Un seul regard sur cette horrible toile suffit. La peinture s'appelle Pogo le Clown. Elle a été peinte par John Wayne Gacy, le tristement célèbre tueur en série qui gagnait de l'argent supplémentaire dans la vie en tant que clown lors de fêtes d'enfants. Il semble qu'il n'y ait pas besoin de continuer, mais nous devons le faire. Gacy, qui a par la suite été reconnu coupable du meurtre de 33 jeunes hommes, a peint plusieurs portraits de clowns en prison. Mais de cette toile en particulier émane quelque chose de particulièrement méchant, un autoportrait de l'alter ego de cette créature déshumanisée. Et aucun de ceux qui se sont retrouvés avec cette peinture maudite ne l'a gardée longtemps. Un musicien nommé Nicky Stone l'a acheté en l'année 2001 et l'a presque immédiatement regretté. Son chien est mort et on a diagnostiqué un cancer à sa mère. Il a donné le tableau à un ami et le voisin de l'ami est mort dans un accident de voiture. L'ami a passé la toile à une autre personne et cette personne a tenté de sauter la vie peu de temps après. Les gens ramassent parfois un petit caillou sur le champ de bataille de Gettysburg, juste comme ça. Comme souvenir. Un souvenir inoffensif, quel est le problème? Et puis, quelque temps plus tard, il le renvoie, par la poste, avec des lettres qui irradient un véritable désespoir et des demandes de pardon pour tout ce qui a commencé après cela. Une employée du parc, une garde forestière nommée Maria Brady, raconte « Les colis arrivent régulièrement. À l'intérieur, il y a des pierres, des brindilles, une poignée de terre et des notes. J'ai pris ça, et tout a mal tourné pour moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Un homme en l'année 2006 a renvoyé 3 pierres à la fois, après une série de blessures, un divorce et une peine de prison. Une autre personne a renvoyé juste un seul caillou et a écrit que depuis qu'il l'avait pris, il avait perdu son emploi, subi plusieurs interventions chirurgicales et ruiné chaque relation qu'il avait. Le parc ne crie pas cela sur tous les toits, mais les gardes forestiers prennent cela au sérieux. Ils ont tout un dossier de rassemblés, un dossier avec des lettres d'excuses de personnes qui ont cru qu'un pavé ordinaire est capable de briser une vie. Il y a des peintures qui sont tout simplement désagréables à regarder. Et puis il y a La femme sous la pluie, une toile qui vous met vraiment mal à l'aise. Elle a été peinte par l'artiste russe Svetlana Telets en l'année 1996. Dans la peinture se trouve une femme pâle et mince dans un chapeau étrange, debout sous la pluie. La scène en apparence n'est pas effrayante. Pas de monstre, pas de sang, mais dans la figure elle-même, il y a quelque chose qui donne envie de détourner le regard. Et puis, les histoires qui traînent derrière le tableau comme un sillage. Telets elle-même a raconté que pendant environ 6 mois, avant même qu'elle ne prenne le pinceau, elle a senti, elle était observée. Pas cette légère sensation, comme si quelqu'un vous regardait de l'autre côté de la rue. Non,
plutôt comme si quelqu'un était constamment dans la même pièce qu'elle. Cette même présence que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais que vous ressentez dans vos os. Quand elle a finalement commencé à peindre, c'est devenu encore pire. L'artiste a assuré que sa main semblait cesser de lui obéir, comme si quelqu'un d'autre guidait le pinceau, et qu'elle n'était qu'un instrument, mais pas l'auteur. Depuis lors, le tableau a changé de nombreux propriétaires, et presque tous ceux qui l'ont possédé se sont plaints de la même chose. Insomnie chronique, cauchemars récurrents et une mélancolie si lourde et écrasante qu'ils voulaient se débarrasser de la toile à tout prix. Croyez-vous en de telles choses ? Maintenant, concernant les poupées de deuil, et il ne s'agit pas du bon matin, il s'agit de pleurer les morts. À l'époque victorienne, la vie était incroyablement dure, surtout à cause des maladies foudroyantes qui fauchèrent les gens, et souvent des très jeunes. Pour survivre d'une manière ou d'une autre à la perte d'un enfant, certaines familles fabriquaient des poupées spéciales. On les appelait justement ainsi des poupées de deuil victoriennes. Elles étaient créées comme un souvenir pour les parents, pour honorer et préserver l'image des fils et filles décédés. Elles étaient généralement faites de cire ou de porcelaine et habillées de noir en signe de deuil et de mort. Et voici ce qui est particulièrement oppressant. Elles étaient sculptées de manière à reproduire exactement les traits des enfants récemment décédés, avec une attention effrayante aux détails. Et puis, elles étaient placées dans un endroit bien en vue, là où l'enfant jouait autrefois. L'idée elle-même de créer une chose tangible afin de garder en apparence l'esprit de l'enfant à proximité est compréhensible à sa manière. Mais vous devez convenir qu'il y a quelque chose d'insupportablement sombre là-dedans. Les mannequins en eux-mêmes provoquent parfois le désir de quitter le magasin le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Maintenant, ils sont pour la plupart sans visage. Mais ils avaient l'habitude d'être beaucoup plus effrayants. Ils étaient faits pour ressembler à des humains, avec des yeux, des nez, des lèvres. Et aucun mannequin n'atteint cette écœurante vallée de l'étrange aussi précisément que la Pascualita, une figure effrayante qui est devenue une attraction incontournable au Mexique. Ce mannequin est célèbre pour son apparence effroyablement réaliste, et certains croient sérieusement qu'il est quelque chose de plus qu'une poupée de vitrine. L'histoire raconte que la Pascualita a été fabriquée à l'image de la fille d'une propriétaire de salon de mariage. La fille est morte tragiquement le jour même de son mariage. Elle a été mordue par un insecte venimeux. La mère, frappée par le chagrin, a commandé le mannequin en sa mémoire. Mais il y a toujours eu cette légende urbaine, que la Pascualita n'est pas du tout un mannequin, mais un corps embaumé. Certains jurent qu'ils l'ont vu bouger, et ont même entendu ses murmures. De plus, cette chose est en effet terriblement crédible, surtout pour un mannequin. Il suffit de regarder ce visage, ses mains. Brrr. Cette histoire est devenue virale sur l'internet lorsqu'un créateur de contenu de TikTok a fait une vidéo à ce sujet. Mais en fait, tout cela a été filmé pour la télévision encore plus tôt. Rencontrez Monsieur Ted, un ours en peluche maudit, qui a envoyé un homme à l'hôpital. Il était une fois, Monsieur Ted a appartenu à une clairvoyante nommée Debbie Davies. Elle a assuré que de très mauvaises vibrations émanèrent de l'ours. Selon elle, Monsieur Ted pouvait provoquer des nausées chez les gens et émettait même des grognements. Et que faites-vous avec un ours qui grogne et qui vous rend malade? C'est exact. Emmenez-le dans un château hanté. Et pourquoi pas? Le château de Bolsover est l'un des plus hantés d'Angleterre. 3 bénévoles ont accepté d'y passer la nuit avec Monsieur Ted, juste pour vérifier s'il y avait une goutte de vérité dans cette histoire. Ils ont assis l'ours sur une chaise à côté d'eux et ont essayé de s'endormir. L'experte en phénomènes paranormaux Joe Lockwood a tout observé depuis la pièce voisine. Vers 3 heures du matin, l'équipe a soudainement perdu le contact avec la caméra. Et c'est exactement pendant cet étrange intervalle que l'un des producteurs travaillant sur le tournage s'est soudainement senti malade, à tel point qu'il a dû être emmené à l'hôpital. Après cela, l'ours a été enterré dans un endroit secret, à environ 30 miles de la maison de son propriétaire à Manchester. Okiku est une poupée fantôme du Japon avec une histoire véritablement tragique. En l'année 1918, un jeune homme nommé Daikichi Suzuki a acheté une poupée pour sa petite sœur. La fille d'ailleurs s'appelait aussi Okiku. Elle essaie de tomber amoureuse du jouet au premier regard et le traîner avec elle partout. Mais un an plus tard, la petite a attrapé une fièvre et est morte, ne laissant jamais la poupée hors de ses mains. La famille a installé un autel à sa mémoire et y a placé la poupée.
Et bientôt, les proches ont commencé à remarquer quelque chose d'anormal. Les cheveux de la poupée, auparavant soigneusement coiffés, semblaient commencer à pousser. Des pointes fourchues sont apparues, les mèches sont devenues plus longues. Et parallèlement à cela, la diablerie a commencé à se produire dans la maison. Les lumières vacillaient, de fortes détonations se faisaient entendre, des murmures étaient audibles, surtout les jours importants comme l'anniversaire d'Okiku ou l'anniversaire de sa mort. En l'année 1938, la famille a déménagé, mais a décidé de laisser la poupée. Ils ont estimé que sa place était à côté de leur fille décédée. Elle a été donnée à un temple local où elle reste à ce jour. Et oui, les cheveux, si l'on en croit les histoires, continuent de pousser. Probablement tout le monde a entendu parler de la poupée nommée Robert. Mais qu'en est-il d'un récit glaçant de première main? Cette histoire provient d'un internaute qui l'a publiée avec une photographie. En bref, la sœur de mon ami est allée à l'exposition de Robert la poupée à Key West et n'a pas cru à la malédiction. Apparemment, elle lui a montré un geste indécent et l'a pris en photo sans demander la permission. Après cela, elle a commencé une terrible série de malchances. Des photographies ont été ruinées. Elle était hantée par le sentiment qu'elle était observée et tout ça. Cette photo a été prise juste après une conversation disant que Robert la suivait soi-disant sur ses talons et était d'une certaine manière connecté à ses malheurs. Quelqu'un en plaisantant, invoquant le nom de Robert, a pris une photo pour voir ce qui en sortirait. La photo est 100% réelle, sans Photoshop. Dès le lendemain, elle a écrit une lettre d'excuse à la poupée. Du carburant pour cauchemar. J'ai cette photographie depuis de nombreuses années et je la montre à chaque fois que la conversation tourne au fantôme. Les poupées du Marais ressemblent à un grand nom pour un groupe de rock. Mais il ne s'agit pas de cela. En l'année 2014, la police de l'Alabama est tombée sur une scène extrêmement étrange dans le marais de Bear Creek. 21 poupées y ont été découvertes, pour la plupart des poupées antiques en porcelaine. Et elles étaient toutes empalées sur des piquets de bambou et se tenaient droites en plein milieu du bourbier. Les poupées ont été trouvées sur un terrain appartenant à une compagnie forestière. Mais quand la police a essayé de contacter l'entreprise et d'obtenir des réponses, ils n'ont tout simplement pas reçu de réponse. Ils ont essayé de découvrir qui avait planté ces poupées-là et n'ont rien trouvé non plus. Ceci en soi n'aurait peut-être pas été si effrayant si le marais de Bear Creek n'avait pas une réputation correspondante. Les gens qui y étaient allés ont raconté qu'ils entendaient des voix venant de nulle part, voyaient des lumières étranges et avaient même remarqué des créatures inconnues. Cette histoire s'étend sur des siècles, et il y a en elle de la mort, de la trahison, et juste une malchance totale et incessante. Tout a commencé en l'année 106 avant notre ère, lorsque le commandant romain Quintus Servilius Caepio a capturé un énorme trésor d'or et d'argent aux Gaulois à Tolosa. C'est la Toulouse moderne en France, environ 15 000 talents, selon les normes d'aujourd'hui, des milliards. Et juste après cela, tout s'est transformé en poussière. Le trésor a mystérieusement disparu pendant le transport. Certains disent qu'il a été intercepté par des voleurs, d'autres que Caepio a tout simplement tout empoché lui-même. D'une manière ou d'une autre, personne n'a revu l'or. Et puis les choses se sont effondrées. L'armée de Caepio a été vaincue. Lui-même a été exilé de Rome, dépouillé de sa citoyenneté et frappé d'une amende telle qu'il a tout simplement ruiné sa propre famille. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à parler de l'or comme étant maudit et que Caepio n'était que le premier qui l'a entraîné vers le bas avec lui. En l'année 1857, pendant la mutinerie des Sipais en Inde, un officier britannique nommé colonel Ferris a pris du temple d'Indra à Kanpur, ce qu'il a pris par erreur pour un précieux saphir violet. Il a ramené la pierre en Angleterre et assez rapidement sa vie a commencé à s'effondrer. Les finances ont périclité, les membres de la famille sont tombés gravement malades et la malchance s'est accrochée à tous ceux qui l'aimaient. Au début, Ferris a mis tout cela sur le compte du fait que la vie est la vie. Il arrive que les ennuis s'accumulent tous en même temps. Mais lorsqu'il a prêté la pierre à un ami de la famille et que cet ami s'est bientôt ôté la vie, le colonel a commencé à soupçonner que le problème était ailleurs. Vers l'année 1890, la gemme s'est retrouvée entre les mains d'Edward Heron Allen, un scientifique et écrivain. Un homme qui n'était absolument pas superstitieux, au début. Mais après avoir donné la pierre à un ami, qui a été immédiatement frappé par une série noire, puis à une chanteuse qui, après l'avoir mise, a soi-disant perdu sa voix pour toujours, Heron Allen a sérieusement réfléchi. Il a essayé de jeter le saphir dans un canal, mais la pierre a été trouvée
et lui a été retourné. À la fin, il l'a scellé dans 7 boîtes avec des amulettes de protection, l'a enfermé dans un coffre de banque et a laissé des instructions pour ne pas l'ouvrir avant longtemps après sa mort. Le diamant régent a été trouvé en Inde en l'année 1698. Selon la légende, il a été découvert par un homme réduit en esclavage qui, afin de faire sortir la pierre de la mine en contrebande, s'est coupé la jambe et a caché le diamant juste dans la blessure. Mais il n'a pas été autorisé à s'échapper. Un capitaine de navire anglais l'a découvert, a tué l'homme réduit en esclavage et a vendu la pierre. De là, la pierre précieuse a fait son chemin jusqu'en France et a été achetée par Philippe le Second, le régent du royaume, d'où le nom actuel de la pierre. Le diamant est devenu une partie des joyaux de la couronne française. Il a été porté par Louis le XVe, puis Louis le XVIe et Marie-Antoinette. Et si l'on se souvient que Louis et Marie ont tous deux perdu la tête pendant la Révolution française, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens ont commencé à parler de la pierre comme étant maudite. Pendant la Révolution, il a été volé. Des années plus tard, il a refait surface et a fini par se retrouver chez Napoléon, qu'il a inséré dans la garde de son épée et est allé avec lui à travers les batailles, à travers le sommet du pouvoir et, finalement, à travers l'exil. À première vue, c'est l'une des pierres précieuses de la couronne britannique. Formellement, ça l'est. Seulement, le rubis du prince noir n'est pas du tout un rubis. C'est un spinel rouge géant. Un minéral très similaire à un rubis, mais d'une nature complètement différente. La pierre a fait surface pour la première fois dans l'histoire en l'année 1362. Elle appartenait à Abou Saïd, le dernier sultan de Grenade. Il a organisé une rencontre pacifique avec le roi Pedro de Castille, mais a été tué lors de cette rencontre. Certains disent que Pedro lui-même l'a tué. La pierre a été prise de son corps et c'est exactement cette trahison, comme il le croit, qui a déclenché ce qu'on appelle la malédiction du sultan. Pedro a donné la pierre précieuse à Édouard de Woodstock, connu sous le nom du prince noir, et il n'est jamais devenu roi, mourant d'une maladie mystérieuse. Le trône a été pris par son fils Richard le II, mais lui aussi a été tué. Ensuite est devenu Henri le IV et est mort d'une maladie. Son fils Henri le V a porté la pierre au combat et a survécu, mais les ennuis ne se sont pas arrêtés là. La pierre précieuse est passée de dirigeant en dirigeant, et ils sont tous morts jeunes, sont allés au bloc d'exécution ou sont partis en exil. Aujourd'hui, elle est sertie dans la couronne d'État impériale, exposée à la Tour de Londres. La chaise de Busby, également connue sous le nom de chaise de l'homme mort, est un vieux fauteuil en chêne avec une renommée très sombre. L'histoire remonte à l'année 1702. Dans le Yorkshire du Nord, où un homme nommé Thomas Busby a été exécuté pour avoir assassiné son propre beau-père. Ces deux-là dirigeaient des affaires sombres. Ils étaient engagés dans la contrefaçon de pièces de monnaie. Un jour, ils ont eu une énorme dispute et Busby l'a achevée. Selon à qui vous demandez, Busby a maudit cette chaise, soit alors qu'il y était assis ivre pendant son arrestation dans un pub, soit déjà sur le chemin de la potence. Après que Busby a été pendu et que son corps a été exposé près de l'auberge, la chaise est restée dans ce même pub qui a ensuite été rebaptisé le Busby Stoop Inn. Et c'est là que les gens ont commencé à remarquer un schéma troublant. Ceux qui s'asseyaient sur cette chaise semblaient attirer une mort soudaine et terrible. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des pilotes canadiens stationnés à proximité ont bu dans ce pub et les habitants ont juré, ceux qui se sont assis sur la chaise ne sont pas revenus des missions de combat. Dans les années 1970, tant de cas mortels étaient liés à la chaise que le propriétaire du pub a eu très peur et l'a donnée au musée de Thirsk. La chaise s'y trouve à ce jour, seulement suspendue au plafond, de sorte que personne ne puisse s'y asseoir. Ce tableau du 19e siècle du Britannique Edwin Landseer a la réputation la plus sombre et la plus sinistre. Il dépeint les conséquences de l'expédition de Franklin, une véritable tragédie lorsqu'un groupe d'explorateurs britanniques a disparu dans l'Arctique, périssant de faim et de froid. Landseer a peint les hommes condamnés et les ours polaires cherchant leur nourriture parmi leurs restes. Le spectacle lui-même est lourd, mais il y a une autre histoire qui traîne derrière la toile, outre la tragédie qui y est capturée. Selon la légende, lorsque le tableau a été exposé au Royal Holloway, Université de Londres, les étudiants qui passaient des examens dans le hall où il était accroché ont signalé des bizarreries. La lampe au-dessus de la toile scintillait constamment et s'éteignait.
malgré le fait que tout le reste de la lumière dans le hall brillait comme si de rien n'était. Et une rumeur a circulé sur le campus. Si vous aviez la malchance de vous asseoir juste devant ce tableau pour un examen, l'échec vous était garanti. Mais la chose la plus terrible est attribuée à un étudiant qui se serait soi-disant ôté la vie après un examen à côté de cette toile, laissant une note « L'ours polaire m'a forcé à le faire ». Dans une réserve mal éclairée d'un musée, caché des regards indiscrets, se trouve un artefact si étrange que le simple fait de le regarder fait que l'anxiété vous envahit. Le squelette d'une créature avec des traits disproportionnés, presque extraterrestres, connu simplement sous le nom de squelette d'Atacama. Il a été trouvé dans le désert chilien d'Atacama, l'endroit le plus sec de la Terre, où la pluie ne tombe parfois pas pendant des décennies, et où les corps ne pourrissent pas, mais se dessèchent et restent couchés presque intacts. Les premières études ont déconcerté les scientifiques. Sa taille n'était que d'environ 15 cm, un crâne allongé et pointu au sommet, seulement 10 paires de côtes au lieu des 12 habituelles, et des os d'une densité telle qu'ils appartiendraient à un enfant d'environ 6 ans. Et ce, malgré le fait que la créature tenait dans la paume d'une main. Tout cela a engendré les théories les plus folles de la vie extraterrestre aux malédictions antiques. Une analyse plus détaillée, avec le décodage de l'acide désoxyribonucléique, a finalement confirmé. La créature était un humain, une fille, et, apparemment, elle a vécu très peu de temps. Mais tout un ensemble de mutations extrêmement rares qui ont déformé ses os en même temps est resté un mystère effrayant. Les scientifiques ont admis qu'ils n'avaient jamais rien rencontré de tel. Profondément dans les archives interdites d'un musée, repose un artefact qui semble tirer de vos peurs d'enfance les plus sombres. Une minuscule momie grotesque, connue sous le nom sinistre de spécimen de lutin. Elle a été acquise par un collectionneur privé. Et cette création bizarre a immédiatement suscité des débats troublants sur son origine. Un petit corps ratatiné et desséché, des traits d'un réalisme effrayant et des touffes de cheveux roux flamboyants. Tout cela a l'air terriblement réel. Certains croient que la momie a été fabriquée comme une sombre curiosité victorienne. D'autres pensent sérieusement que nous avons devant nous la preuve physique de l'existence de créatures mythiques, des fées ou des lutins qui auraient été étudiés en secret par des sociétés occultes. Enfermé et presque jamais mentionné à haute voix, le spécimen de lutin reste enveloppé de mystère et sa présence hante les conservateurs qui osent entrer seuls dans la pièce éloignée. Dans une sombre réserve de musée repose un artefact qui semble être sorti tout droit des légendes de marins, ce qu'on appelle la sirène des Fidji. Ils avaient l'habitude de montrer de telles choses dans des spectacles forains au XIXe siècle, mais ce spécimen particulier est l'un des plus effrayants jamais trouvés. C'est le torse séché d'un singe, cousu au corps écailleux d'un gros poisson. Et pour compléter le tableau, une petite bouche dénudée avec de minuscules dents pointues et de petites mains ratatinées pressées contre sa poitrine, comme si la créature s'était figée dans un cri. Une curiosité similaire a été autrefois montrée au public par le célèbre impresario Phineas Barnum, la faisant passer pour une véritable sirène capturée. Et les gens ont afflué en masse pour y jeter un coup d'œil. Son regard grotesque et vitreux a engendré des rumeurs de rituels sombres, de malédictions et de rencontres avec de véritables êtres aquatiques. Les marins croyaient que le propriétaire d'une sirène des Fidji s'attire des tempêtes, des naufrages et la folie. C'est pourquoi les musées ne sont pas pressés de mettre de telles choses en exposition. Vous ne vous attendez certainement pas à rencontrer un requin à la maison, n'est-ce pas ? Mais en l'année 2017, la police a trouvé une piscine pleine de requins, dont la plupart étaient vivants, dans le sous-sol d'un certain Joshua Seguin. 7 requins gris vivants, 2 requins léopards morts et un requin marteau mort. Il avait l'intention de les vendre. Tout cela a été mis en lumière après qu'il a été détenu en Géorgie pour conduite sans permis, ayant découvert un réservoir avec des bébés requins à l'arrière de son camion. Un nouveau propriétaire a décidé d'inspecter le sous-sol d'une maison récemment achetée et est tombé sur un tas de briques lourdes jetées sur le sol. Il est devenu curieux de savoir pourquoi elles étaient là et il a commencé à les démonter et a découvert que les briques pesaient sur une trappe. Il a lentement soulevé le couvercle et a vu un puits en dessous. Un puits en béton d'environ 2,5 mètres de profondeur et d'un peu plus d'1 mètre de large, rempli d'eau trouble et stagnante. Au lieu de creuser plus profondément dans ce mystère, l'homme a simplement pris quelques photos et a fermé la trappe. Et qu'auriez-vous fait à sa place ?
Cette histoire a circulé sur l'internet pendant un certain temps, une poupée qui a vieilli. Tout a commencé avec une poupée ordinaire, une fille jouait avec tous les jours. Mais le temps a passé, la fille a grandi et a joué avec la poupée de moins en moins jusqu'à ce qu'elle finisse par se retrouver dans le grenier, où elle a été oubliée pendant plus de 10 ans. Cela ressemble à la prémisse de Histoire de jouet, seulement c'est la version horreur. Avance rapide jusqu'au jour où les parents décident de nettoyer le grenier. Ils cherchent cette même vieille poupée et en la trouvant, ils se fichent de terreur. La poupée, que personne n'avait touchée depuis des années, avait maintenant l'air complètement différente. Le bébé autrefois mignon s'était transformé en quelque chose de ratatiné, d'un gris cadavérique. Les parents terrifiés se sont dépêchés de s'en débarrasser, mais ils ne l'ont pas jeté au feu, comme vous vous y attendiez probablement. Non, ils ont trouvé le temps et la force de vendre ce monstre et, étonnamment, un acheteur a été trouvé. Imaginez, vous aidez un ami à porter des meubles dans une maison et soudain vous entendez le plancher craquer et l'instant d'après, il s'effondre sous vos pieds et vous tombez. C'est exactement ce qui est arrivé à Christopher Town, âgé de 67 ans, qui a plongé de près de 10 mètres dans un puits caché alors qu'il aidait un ami à emménager dans une maison à Guilford, dans le Connecticut. Le sol a cédé sous lui et il est allé dans l'eau de froide avec un plouf. Il a entendu un craquement, a regardé en bas et le sol glissait déjà sous ses pieds. Le puits a été scellé lors d'une rénovation de la maison qui a été construite en l'année 1843. Autrefois, il était à l'extérieur, mais après un ajout en l'année 1981, il a été simplement recouvert d'un platelage en bois. Lorsque les pompiers sont arrivés, Town ne pouvait pas atteindre le fond. Il s'accrochait au mur de pierre pour éviter de se noyer et gelait progressivement. Heureusement, les sauveteurs l'ont sorti de là et il s'en est tiré avec des blessures mineures. Et en l'année 2015, il s'est avéré qu'un homme allemand âgé, nommé Klaus Dieter, cachait un vrai char d'assaut dans son sous-sol. Et pas n'importe quel char, mais un Panther allemand de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. En plus de cela, une réserve de munitions, des armes à feu et un canon anti-aérien de 88 mm. De plus, le char ne restait pas juste là. Le propriétaire le sortait parfois et l'utilisait même pour déneiger. Les autorités ont mené une perquisition et le vieil homme s'en est tiré avec une lourde amende et 14 mois de prison. Retournons en Égypte. En janvier de l'année 2023, les archéologues ont annoncé une découverte surprenante. Une ville romaine parfaitement préservée à Luxor, datant du 2e et du 3e siècle de notre ère. Elle a été qualifiée de ville la plus ancienne et la plus importante trouvée sur la rive orientale de Luxor. L'équipe a fouillé tout un complexe de bâtiments, y compris des maisons d'habitation qui révèlent beaucoup sur la façon dont les gens vivaient à l'époque. Ils ont trouvé 2 pigeonniers pour les pigeons voyageurs, ce qui signifie que la ville faisait probablement partie d'un réseau de communication de cette époque. Ils ont également découvert des ateliers de métallurgie avec leur propre collection d'artefacts, des pots, des outils et une collection de pièces romaines en bronze et en cuivre, tout un pan d'histoire vivante qui était resté sous la terre pendant près de 2000 ans. Les idoles de pierre de l'île de Pâques sont connues de tous. Mais très récemment, les archéologues en ont trouvé une autre, un nouveau moaï, ajouté aux presque 1000 déjà connus. Celui-ci a été découvert dans le lit asséché d'un lac, le seul trouvé dans un tel endroit. Et la question se pose, avec toute l'attention et les recherches consacrées au statut de l'île de Pâques, pourquoi ce moaï n'a-t-il été trouvé que maintenant? On pense que c'est dû au changement climatique. Le lac entourant la sculpture s'est asséché et elle a été révélée. Et, selon les scientifiques, il est peu probable que ce soit la dernière statue mise en lumière. Combien d'autres la Terre cache-t-elle? Et cette découverte est particulièrement belle car elle s'est produite complètement par accident. Sur un chantier de construction d'un complexe résidentiel au Brésil, les ouvriers sont soudainement tombés sur des os humains et puis d'autres et encore d'autres ont commencé à émerger. Des tessons de poterie, des outils. Et ces os se sont avérés ne pas être frais du tout. Il s'est avéré que tout cela appartenait à une ancienne civilisation vieille de jusqu'à 9000 ans. Au cours de 4 années de fouilles intenses sur le site, connu sous le nom de ferme Rosanna, ils ont trouvé des outils en pierre, des fragments de céramique, des coquillages décorés et des os, un total de 43 squelettes humains et plus de 100 000 artefacts. Cela signifie que les gens sont arrivés dans la région beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Le chef des fouilles a déclaré que la découverte était capable de réécrire complètement l'histoire non seulement de cette région, mais de tout le Brésil. Et même de changer nos idées sur quand et par quelle route les gens ont peuplé les Amériques venant d'Asie.
Un chasseur de trésors avec un détecteur de métaux a découvert un petit objet en argent doré, moins de 3 cm de diamètre et assez court. On pense qu'il remonte au 8e siècle. Il y est gravé l'image d'un animal et des motifs ressemblant à des nœuds celtiques. Ce que cette chose représente exactement n'est pas tout à fait clair. Les spécialistes qui enregistrent de telles découvertes ont noté que l'objet est similaire à d'autres choses de la même époque, mais se démarque par sa taille et son motif. Les historiens ont suggéré que l'ornement en spirale ressemble fortement au motif celtique, et l'animal représenté pourrait être un cheval. Un petit objet et tant de questions auxquelles, peut-être, nous ne trouverons jamais de réponse. L'orlove noire est l'une des pierres précieuses maudites les plus célèbres au monde et l'histoire derrière est cruelle. On dit qu'il a été volé dans un temple hindou du sud de l'Inde où il servait d'œil à une statue du dieu Brahma. Au moment même où la pierre a été arrachée de sa monture, le prêtre qui a surpris le voleur en flagrant délit aurait jeté une malédiction sur la gemme. Et depuis lors, la mort et les ennuis ont suivi de près chacun de ses propriétaires. Dans les années 1930, un diamantaire new-yorkais nommé J.W. Paris a apporté la pierre aux États-Unis pour la vendre. Peu de temps après, il s'est jeté du toit d'un gratte-ciel de Manhattan. Ensuite, 2 princesses russes qui possédaient le diamant se sont ôtées la vie l'une après l'autre en l'espace de quelques années. Finalement, la pierre a été achetée par le bijoutier Charles Winson. Il a ordonné qu'elle soit retaillée et sertie dans une broche, entourée de dizaines de diamants blancs. Certains disent qu'il a essayé de cette façon de briser la malédiction, mais ce ne sont que des suppositions. La pierre elle-même existe encore à ce jour, elle a qu'à visiter plusieurs musées, y compris la Smithsonian. Les Wandjina sont des figures de la culture du peuple autochtone d'Australie, les esprits des nuages et de la pluie. Leurs peintures rupestres peuvent être trouvées dans la région de Kimberley, dans l'ouest du pays, et certains dessins ont environ 4000 ans. Selon les légendes locales, les Wandjina sont venus sur Terre pour créer, enseigner et guider les gens. Et puis ils ont disparu. Certains, selon les traditions, sont allés sous terre. D'autres sont retournés dans le ciel, apparaissant la nuit comme des lumières mouvantes. Mais la chose la plus curieuse est la façon dont les Wandjina sont représentés. Ils ont d'énormes yeux et une peau pâle, et ils ressemblent d'une manière effrayante aux extraterrestres gris classiques des histoires modernes sur les rencontres avec des objets volants non identifiés. Et on se demande involontairement, ces anciens esprits pourraient-ils avoir été inspirés par de vraies rencontres avec quelqu'un qui n'est pas de notre monde ? Puisque nous parlons de hiéroglyphes égyptiens, parlons des endroits étranges où ils ont soi-disant été vus. Par exemple, sur des objets volants non identifiés écrasés. L'incident tristement célèbre de Roswell en l'année 1947 et les observations de la forêt de Rendlesham en l'année 1980 sont unis par une chose. Sur les 2 objets, selon les témoins oculaires, des symboles étranges étaient gravés. Quelqu'un a assuré qu'il avait vu quelque chose de similaire à des hiéroglyphes égyptiens sur les côtés. Et voici ce qui est absolument étrange. Les symboles découverts sur l'objet de Roswell correspondaient soi-disant à ceux vus sur l'objet à Rendlesham. Un dessin spécifique, un triangle avec 2 sphères, était apparemment présent sur les 2. Alors pourquoi des objets volants non identifiés se sont-ils retrouvés avec des symboles similaires aux symboles égyptiens ? Dans le complexe du temple de Dendera, il y a un célèbre relief avec une image qui a été surnommée la « lumière de Dendera ». Il y a un serpent rampant hors d'une fleur de lotus qui semble être soutenu par un pilier avec des bras humains. Mais si vous regardez de plus près, autre chose attire l'œil de la personne moderne. Tout cela ressemble de manière frappante à une lampe électrique géante, en particulier un tube de Crookes, un des premiers prototypes de l'ampoule électrique inventé au XIXe siècle. La ressemblance est en effet effrayante. Une coïncidence ou les artistes antiques ont-ils représenté quelque chose de technologique ? Il y a un autre détail intéressant. Exactement cette pièce où se trouve la lumière de Dendera est la seule de tout le temple où il n'y a pas de traces de suie provenant de lampes à huile. Les archéologues ont trouvé des restes de lampes partout, mais ici, rien. Alors comment les Égyptiens ont-ils éclairé cette pièce ? Et pourquoi sculpter une image aussi complexe si elle devait rester cachée dans l'obscurité ? Peut-être que la pièce n'était pas sombre du tout. Peut-être qu'ils l'ont éclairée d'une autre manière, plus avancée.
L'oiseau de Saqqara est une petite figure en bois trouvée dans une ancienne tombe égyptienne près de Saqqara. Il a environ 2200 ans. À première vue, c'est un oiseau jouet. Mais regardez de plus près et il commence à ressembler à un modèle réduit d'avion. Contrairement aux autres figurines d'oiseaux de l'Égypte antique, celle-ci n'a pas de pattes et les ailes ont une forme inhabituelle, beaucoup plus similaire à des ailes d'avion qu'à celles d'un oiseau. Cela a fait réfléchir les gens. Et si les anciens Égyptiens savaient quelque chose sur le vol ? Déjà, en l'année 1969, un médecin égyptien a suggéré que l'oiseau de Saqqara était un modèle d'une sorte de machine volante. Des passionnés en ont fait des copies pour tester l'aérodynamique et certains modèles ont plutôt bien plané lorsqu'ils ont été lancés. La plupart des archéologues pensent que c'est juste un jouet ou peut-être une girouette ou une figure de cérémonie d'un oiseau. Mais et s'ils en savaient plus que ce que nous avons l'habitude de leur attribuer? Ou et si quelqu'un d'un futur lointain les avait visités et que l'ancien artisan avait sculpté cette figure à partir de cet objet étrange qu'il a vu une fois glisser dans le ciel? Encore Saqqara. Près de la pyramide de Djesser, des archéologues sont tombés sur 24 boîtes noires en forme de sarcophage, sculptées dans du granit d'Assouan massif. Cette pierre est incroyablement dure, à tel point que même les outils modernes y laissent difficilement une égratignure. Et il est d'autant plus surprenant que les hiéroglyphes les plus fins soient gravés en relief sur certaines des boîtes. De plus, chaque boîte est énorme et pèse plus de 100 tonnes. Certains considèrent l'exécution si parfaite qu'il est difficile de croire que les anciens Égyptiens ont réussi cela seuls. Et les partisans de la version extraterrestre en sont sûrs. Ces structures sont venues d'ailleurs, ou ont été créées selon les instructions plus avancées de quelqu'un. Il est impossible de parler de tels mystères et de ne pas se souvenir des grandes pyramides elles-mêmes. Même si l'on s'en tient à la version selon laquelle les Égyptiens étaient simplement ingénieusement inventifs et en avance sur leur temps, il est difficile de nier à quel point l'idée d'une aide extérieure est tentante. Et il ne s'agit pas seulement de la façon dont les pyramides sont construites, mais aussi de l'endroit où elles se trouvent. Les 3 pyramides principales sont alignées de manière à répéter presque la disposition des étoiles dans la ceinture d'Orion. De plus, les tailles des pyramides semblent correspondre à la luminosité de ces étoiles. 2 sont presque identiques en hauteur, et la 3e est environ moitié moins haute, exactement comme la 3e étoile de la ceinture, qui brille moins que les 2 autres. De plus, les pyramides se tiennent presque parfaitement alignées avec le pôle nord magnétique. Pour atteindre une précision aussi calibrée, une civilisation antique aurait besoin de connaissances en sciences, géométrie et astronomie comparables aux nôtres. Alors qu'en est-il? Quelqu'un les a-t-il aidés? Ou les Égyptiens étaient-ils vraiment si en avance sur leur temps? Il existe un mystérieux pilier en Inde, connu sous le nom de pilier de fer de Delhi. Il semble résister à la rouille, même après 1600 ans à l'air libre. Le pilier remonte à la période Gupta, approximativement aux années 375 à 413 de notre ère, et le fait qu'il ne rouille presque pas est vraiment impressionnant. Créer une telle chose sans technologie avancée et sans traitement chimique précis serait extrêmement difficile. Le pilier, d'environ 7 mètres de haut et pesant plus de 6 tonnes, se tenait à l'origine à un autre endroit et a ensuite été déplacé là où il se trouve maintenant. Sur celui-ci se trouve une inscription en sanskrit à la gloire d'un roi nommé Chandra. Pendant des siècles, il a enduré un climat rigoureux et est tout de même resté presque sans rouille. Il s'est avéré que le fer qui s'y trouve contient un composé spécial de fer, d'oxygène et d'hydrogène qui protège le métal. Mais la manière exacte dont les anciens maîtres y sont parvenus reste un mystère à ce jour. Et certains se demandent sérieusement, d'anciennes civilisations n'avaient-elles pas accès à des technologies très en avance, non seulement sur leur temps, mais aussi sur le nôtre? Si vous demandez quand la première batterie a été inventée, on vous répondra en l'année 1800 par Alessandro Volta. Mais cela sera incorrect, parce qu'en l'année 1938, des archéologues ont trouvé la première véritable batterie, créée il y a environ 2000 ans. Il s'agissait de récipients en argile avec des tiges de fer capables de produire plus d'1 volt d'électricité, et ils ont été découverts non loin de Bagdad. 3 de ces appareils ont été trouvés, et depuis lors, rien de tel n'a jamais été rencontré à nouveau. L'origine exacte de ces batteries reste incertaine. Pourquoi étaient-elles nécessaires au juste? Il y a plein de versions. Certains croient qu'avec leur aide, une fine couche d'or était appliquée sur les bijoux, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient la galvanoplastie 2 millénaires avant qu'elle ne soit inventée.
Certains pensent qu'une faible décharge électrique était utilisée dans les temples, touchait la statue d'une divinité et ressentait un léger picotement, quelle preuve de la présence de puissance supérieure. Mais une chose est claire, la société qui les a fabriqués était soit incroyablement avancée, soit a reçu l'aide de quelqu'un qui en savait beaucoup plus, peut-être même venant du futur. Dans les archives les plus profondes d'un musée, dans sa collection interdite, repose un objet si glaçant que beaucoup croient sérieusement, une véritable présence démoniaque est enfermée à l'intérieur, la momie d'un démon à cornes. Scellée dans une boîte en bois doublée de velours, cette minuscule figure semblable à un squelette avec des cornes pointues, des oreilles pointues et des jambes grotesques couvertes de fourrure évoque immédiatement des images de rituels sombres. Si l'on en croit les rumeurs, l'artefact remonte à un occultiste du XVIIIe siècle qui prétendait avoir invoqué des créatures du monde souterrain. La momie a été transférée au musée discrètement, dans des circonstances extrêmement mystérieuses, et était accompagnée d'un avertissement. En aucun cas, n'ouvrez la boîte après minuit. Le personnel du musée murmure au sujet de sons étranges et d'ombres inexplicables près de l'endroit où elle est conservée. C'est pourquoi elle a été enfermée loin des yeux curieux pour que quelqu'un ne réveille pas accidentellement ce qu'il vaut mieux ne pas toucher. Profondément dans une réserve secrète d'un musée se trouve Sidney 7, une machine antique de divination avec une réputation bien plus sombre que son sourire peint et joyeux ne le laisse deviner. Au début du XXe siècle, de telles choses étaient monnaie populaires dans les salles d'arcade. Insérez une pièce et attendez impatiemment ce que Sidney imprimera pour vous sur une carte. Mais bientôt, des rumeurs troublantes se sont répandues. Les prédictions de Sidney se sont effroyablement réalisées, prédisant souvent des accidents, des maladies et des ennuis. Certains des visiteurs ont assuré que les yeux de la poupée les suivaient. Il y a eu des histoires sur la façon dont les travailleurs, la nuit, entendèrent des rires ou voyaient que Sidney distribuait des cartes, bien que personne ne les démarrait. Effrayé par la légende grandissante, le personnel du musée a discrètement retiré la machine de l'exposition et l'a solidement enfermée. Bien que certains se demandent encore, Sidney sait-il déjà à l'avance ce qui attend ceux qui troubleront à nouveau sa paix? Dans les archives mal éclairées d'un musée se trouve l'un des livres, pour enfants, les plus troublants au monde. Un livre animé intitulé « Curiosités médicales, anomalies de la nature et tromperies de foire ». Habituellement, de tels livres charment les enfants avec des personnages joyeux surgissant des pages. Celui-ci fait exactement le contraire. Et vous ne pouvez certainement pas l'appeler pour les enfants. À l'intérieur de ces pages se cache un visage humain momifié, d'un réalisme terrifiant. Et à proximité, de sinistres photographies et des descriptions inconfortables d'artistes de foire et de spécimens anatomiques bizarres. Le livre a été créé comme une curiosité sombre et il a rapidement acquis une notoriété lorsque la rumeur s'est répandue. Ceux qui osaient le lire étaient tourmentés par des cauchemars, de l'insomnie et des affections inexplicables. Les conservateurs l'ont discrètement retiré de l'accès public et l'ont solidement enfermé, craignant l'aura étrange et ce sentiment désagréable qu'il vaut mieux ne pas ouvrir certaines pages du tout. Imaginez que vous emménagez dans la maison où vous avez grandi et que vous trouvez des os en dessous, et pas n'importe lesquels, mais les os de votre propre père qui a disparu alors que vous n'étiez encore qu'un nourrisson. C'est exactement ce qui est arrivé à un habitant de New York nommé Michael Carroll. Pendant de nombreuses années, Michael s'est demandé ce qui était arrivé à son père George, qui a disparu en l'année 1961, lorsque son fils n'avait même pas un an. Les versions de sa mère changeaient constamment. D'abord, le classique est sorti acheter des cigarettes et n'est pas revenu. Ensuite, est allé sortir les poubelles et a disparu. Puis, qu'il est parti pour une femme qu'il a rencontrée pendant la guerre de Corée. Après la mort de sa mère en l'année 1998, Michael a acheté sa maison, celle-là même où il a grandi, et il s'est tourné vers des voyants. L'un d'eux a pointé un endroit dans le sous-sol. Je sens de l'énergie venir d'ici. Des années plus tard, avec l'aide d'un radar à pénétration de sol, Michael a confirmé, sous la maison, à une profondeur d'environ 2 mètres, il y a quelque chose. Il a commencé à percer le sol du sous-sol. Et, vous ne pouvez pas inventer ça, exactement le jour d'Halloween, ses fils ont fait une découverte macabre. Des os humains. Les autorités ont rapidement établi, ce sont les restes du père de Michael, qui est mort d'un coup avec un objet contondant. Michael avait des suppositions quant à qui aurait pu faire cela, mais il ne les a pas partagées publiquement. Sous une maison sur Craven Street à Londres, plus de 1200 restes squelettiques ont été trouvés, à la fois humains et animaux.
Les os remontent à la période allant d'approximativement l'année 1757 à 1775, exactement quand le célèbre père fondateur américain Benjamin Franklin vivait dans ce quartier. La maison a été utilisée par William Hewson, un pionnier de l'anatomie. À cette époque, disséquer des cadavres était illégal et Franklin a fourni son sous-sol, le transformant en une école d'anatomie secrète. De cette façon, Hewson et ses étudiants pouvaient étudier la structure du corps en secret de tous, une partie curieuse de l'histoire. Mais resteriez-vous vivre dans une maison, sachant que des milliers de corps ont été disséqués dans votre sous-sol ? Un homme qui travaillait pour une entreprise d'enlèvement de déchets a raconté une visite au domicile d'un accumulateur pathologique. Il a été appelé pour vider l'habitation et le sous-sol, selon lui, avait l'air comme si un tueur en série avait un jour emménagé dans un hôpital psychiatrique. Des peaux d'animaux pendaient du plafond. Des machines à coudre antiques se tenaient partout. Les fenêtres étaient scotchées avec des journaux et parmi eux, des coupures avec des photographies de certaines personnes spécifiques. Des bocaux en verre remplis de quelque chose d'incompréhensible. Des piles de matelas mouillés, de vieux cadres de lit, un couple de rats et, bien sûr, de la moisissure. Par où commencer dans un tel endroit ? Les peaux d'animaux suspendues au plafond, cela peut-il même être sauvé ? Ou est-il plus facile de brûler la maison jusqu'aux fondations ? En l'année 2010, une famille de Telford, dans le Shropshire, célébrait le vendredi saint autour d'un verre ou deux et a finalement décidé de regarder sous la grille métallique de leur maison victorienne. Pat et Diane Farla s'étaient demandé pendant plusieurs années ce qu'il y avait en dessous et ce soir-là, ils ont décidé, pourquoi pas. Leur fils Garrett avec l'oncle Matthew ont enlevé la grille et sont descendus. Ce qu'ils ont trouvé s'est avéré être une chapelle de près de 200 ans juste sous la maison. Au centre du sous-sol se tenait un coffre ouvert avec de vieux journaux et des bouteilles datant des années 1930. Des crochets pendaient du plafond, auxquels, peut-être, de la viande était autrefois suspendue. Le long des murs s'étendaient des sièges en briques, similaires à des bancs d'église. La découverte s'est avérée incroyable, mais la famille se sentait mal à l'aise. Ils se sont même demandé s'ils n'avaient pas accidentellement libéré un esprit dans la maison. Et quand ils sont montés à l'étage et ont commencé à prendre des photos, une étrange tache blanche est apparue, juste au niveau du ventre sur une photographie de la petite amie enceinte de l'un d'eux. Le reste de la photographie est ressorti clair. Une coïncidence, bien sûr, mais très étrange. Le marteau de Londres est l'un des artefacts déplacés les plus célèbres. Il a été trouvé en l'année 1936 dans la ville de Londres, au Texas, par un couple marié lors d'une promenade. Le marteau était encastré dans la roche, dont l'âge est estimé à environ 100 millions d'années. En même temps, l'outil lui-même a l'air étonnamment moderne. Un manche en bois et une tête en métal dans laquelle, après examen, ils ont trouvé du fer et de l'acier. Des matériaux qui n'auraient tout simplement pas dû exister à cette époque où la roche se formait. Et cette roche date de la période du Crétacé, des temps où les dinosaures parcouraient la Terre. Bien avant les humains et encore plus avant de tels outils, d'où les suppositions complètement folles mais fascinantes. Par exemple, que le marteau est un fragment d'une civilisation future qui s'est retrouvée de manière incompréhensible dans le passé et y est resté. Les sceptiques, cependant, expliquent tout de manière plus prosaïque. Dans ces régions, l'eau est riche en minéraux et une croûte de calcaire aurait très bien pu se développer autour d'un marteau relativement neuf en juste quelques siècles, créant la trompeuse impression d'une antiquité monstrueuse. Mais ce différend ne s'est pas apaisé à ce jour, et le marteau lui-même est depuis longtemps devenu quelque chose comme un sanctuaire pour tous ceux qui croient que l'histoire de l'humanité est beaucoup plus longue et plus étrange que ce qui est écrit dans les manuels. Les gens ont caché tout cela, par peur, loin des regards indiscrets, d'eux-mêmes. Mais savez-vous ce qui est plus effrayant qu'une poupée maudite ? Quand vous trouvez quelque chose qui ne devrait pas être là du tout. Et de telles choses sont cachées non seulement dans des musées et des sous-sols, mais au fond de rivières, dans des bunkers abandonnés, dans l'épaisseur de la forêt. Ensuite, je vais vous montrer ce que les gens ont déterré de la terre, remonté du fond et tiré de la boue. Parmi cela se trouve un coffre-fort enterré avec des piles d'argent, une arme à feu et des disques que quelqu'un ne voulait vraiment pas montrer, et un navire entier rempli d'or remonté des fonds marins. Alors, ne partez pas. Les découvertes les plus incroyables ne font que commencer. Numéro 1. Certains ont la chance de découvrir tout un musée de l'automobile à ciel ouvert. Profondément dans la forêt, quelqu'un est tombé sur un cimetière de voitures classiques du milieu du siècle.
Des dizaines de voitures rares, y compris des Ford et des Chevrolet anciennes, rouillent ici à ciel ouvert et des arbres poussent directement à travers leurs compartiments moteurs. C'est dommage que tant de voitures de valeur aient été laissées à l'abandon dans la forêt et que personne n'ait encore entrepris de les remettre en état. Nummer Haynes, dans cette morgue automobile britannique, une belle collection est rassemblée. Ici reposent des dizaines de voitures classiques d'une rare Ford Model T ayant presque exactement le même âge que le XXe siècle, à un coupé Rover 2000 des années 1930 avec un kilométrage de seulement 49 000 km. Vous pouvez également admirer une Austin Cambridge avec des garnitures en acier fabriquées à la main. Même sa clé est encore coincée dans le contacteur d'allumage. Apparemment, c'est le signe que le propriétaire de ces trésors a quitté ce monde, laissant toute une époque de l'histoire s'effacer lentement. En passant, les gens ont remarqué un bus Hyundai abandonné, se tenant solitaire loin de la route. Le géant de 45 places, coincé ici, était complètement couvert de boue et dépassé hors route. Quand ils ont décidé de regarder son état technique, ils n'ont trouvé que de la saleté et des mauvaises herbes qui avaient déjà tout envahi à l'intérieur et avaient même pénétré dans le moteur. Des voyageurs maritimes sont tombés sur le dernier lieu de repos du navire steamship Selma. L'énorme pétrolier historique a été lancé le jour de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce navire n'a jamais participé à des opérations de combat. Il a travaillé comme navire civil jusqu'à son dernier jour. Nummer Haynes, le navire de pêche de 23 mètres, Susan Rose, a coulé en l'année 2023 dans l'Atlantique et, finalement, a été renfloué au large des côtes du New Jersey. Sur cette plage, vous ne pouvez pas entendre le babillage des enfants et personne n'éclabousse dans les vagues. Il n'y a même pas de mouettes ou de phoques ici. Mais parmi les vacanciers, il n'y a que des anciens. Les ruines de navires et le squelette d'un navire échoué sur le rivage. Nummer Haynes. Ce qui ressemble à un repère secret d'un sorcier au milieu d'une forêt est en fait l'observatoire Night Ridge de l'Université de l'Indiana. Construit en l'année 1936, ce dôme de briques abritait autrefois un puissant télescope pour scruter le ciel nocturne. Mais un arbre tombé a endommagé le bâtiment et les mécanismes. Alors maintenant la nature y règne et non la science. Derrière les portes de cet ancien domaine a été laissée toute la vie d'un officier de gendarmerie français. Des explorateurs de terres désolées sont entrés dans la maison abandonnée et ont découvert des effets personnels, des uniformes, des documents et des photographies dans les pièces. Ils avaient l'air comme si le propriétaire était sorti un jour et n'était jamais revenu. Des récompenses militaires, des meubles anciens et des lettres manuscrites racontent toute une histoire sur l'homme qui a vécu ici autrefois. Retournons en Égypte. En janvier de l'année 2023, les archéologues ont annoncé une découverte surprenante. Une ville romaine parfaitement préservée à Luxor, datant du 2e et du 3e siècle de notre ère. Elle a été qualifiée de ville la plus ancienne et la plus importante trouvée sur la rive orientale de Luxor. L'équipe a fouillé tout un complexe de bâtiments, y compris des maisons d'habitation, qui révèlent beaucoup sur la façon dont les gens vivaient à l'époque. Ils ont trouvé 2 pigeonniers pour les pigeons voyageurs, ce qui signifie que la ville faisait probablement partie d'un réseau de communication de cette époque. Ils ont également découvert des ateliers de métallurgie avec leur propre collection d'artefacts, des pots, des outils et une collection de pièces romaines en bronze et en cuivre. Tout un pan d'histoire vivante qui était resté sous la terre pendant près de 2000 ans. Les idoles de pierre de l'île de Pâques sont connues de tous. Mais très récemment, les archéologues en ont trouvé une autre, un nouveau moaï, ajouté aux presque 1000 déjà connus. Celui-ci a été découvert dans le lit asséché d'un lac, le seul trouvé dans un tel endroit. Et la question se pose, avec toute l'attention et les recherches consacrées au statut de l'île de Pâques, pourquoi ce moaï n'a-t-il été trouvé que maintenant? On pense que c'est dû au changement climatique. Le lac entourant la sculpture s'est asséché et elle a été révélée. Et, selon les scientifiques, il est peu probable que ce soit la dernière statue mise en lumière. Combien d'autres la Terre cache-t-elle? Et cette découverte est particulièrement belle car elle s'est produite complètement par accident. Sur un chantier de construction d'un complexe résidentiel au Brésil, les ouvriers sont soudainement tombés sur des os humains et puis d'autres et encore d'autres ont commencé à émerger. Des tessons de poterie, des outils,
Et ces os se sont avérés ne pas être frais du tout. Il s'est avéré que tout cela appartenait à une ancienne civilisation vieille de jusqu'à 9000 ans. Au cours de 4 années de fouilles intenses sur le site, connu sous le nom de ferme Rosanna, ils ont trouvé des outils en pierre, des fragments de céramique, des coquillages décorés et des os, un total de 43 squelettes humains et plus de 100 000 artefacts. Cela signifie que les gens sont arrivés dans la région beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Le chef des fouilles a déclaré que la découverte était capable de réécrire complètement l'histoire non seulement de cette région, mais de tout le Brésil, et même de changer nos idées sur quand et par quelle route les gens ont peuplé les Amériques venant d'Asie. Un chasseur de trésors avec un détecteur de métaux a découvert un petit objet en argent doré, moins de 3 cm de diamètre et assez court. On pense qu'il remonte au 8e siècle. Il y est gravé l'image d'un animal et des motifs ressemblant à des nœuds celtiques. Ce que cette chose représente exactement n'est pas tout à fait clair. Les spécialistes qui enregistrent de telles découvertes ont noté que l'objet est similaire à d'autres choses de la même époque, mais se démarque par sa taille et son motif. Les historiens ont suggéré que l'ornement en spirale ressemble fortement au motif celtique, et l'animal représenté pourrait être un cheval. Un petit objet et tant de questions auxquelles, peut-être, nous ne trouverons jamais de réponse. L'orlove noire est l'une des pierres précieuses maudites les plus célèbres au monde et l'histoire derrière est cruelle. On dit qu'il a été volé dans un temple hindou du sud de l'Inde où il servait d'œil à une statue du dieu Brahma. Au moment même où la pierre a été arrachée de sa monture, le prêtre qui a surpris le voleur en flagrant délit aurait jeté une malédiction sur la gemme. Et depuis lors, la mort et les ennuis ont suivi de près chacun de ses propriétaires. Dans les années 1930, un diamantaire new-yorkais nommé J.W. Paris a apporté la pierre aux États-Unis pour la vendre. Peu de temps après, il s'est jeté du toit d'un gratte-ciel de Manhattan. Ensuite, 2 princesses russes qui possédaient le diamant se sont ôté la vie l'une après l'autre en l'espace de quelques années. Finalement, la pierre a été achetée par le bijoutier Charles Winson. Il a ordonné qu'elle soit retaillée et sertie dans une broche, entourée de dizaines de diamants blancs. Certains disent qu'il a essayé de cette façon de briser la malédiction, mais ce ne sont que des suppositions. La pierre elle-même existe encore à ce jour, elle a qu'à visiter plusieurs musées, y compris la Smithsonian. Les Wandjina sont des figures de la culture du peuple autochtone d'Australie, les esprits des nuages et de la pluie. Leurs peintures rupestres peuvent être trouvées dans la région de Kimberley, dans l'ouest du pays, et certains dessins ont environ 4000 ans. Selon les légendes locales, les Wandjina sont venus sur Terre pour créer, enseigner et guider les gens. Et puis ils ont disparu. Certains, selon les traditions, sont allés sous terre. D'autres sont retournés dans le ciel, apparaissant la nuit comme des lumières mouvantes. Mais la chose la plus curieuse est la façon dont les Wandjina sont représentés. Ils ont d'énormes yeux et une peau pâle, et ils ressemblent d'une manière effrayante aux extraterrestres gris classiques des histoires modernes sur les rencontres avec des objets volants non identifiés. Et on se demande involontairement, ces anciens esprits pourraient-ils avoir été inspirés par de vraies rencontres avec quelqu'un qui n'est pas de notre monde ? Puisque nous parlons de hiéroglyphes égyptiens, parlons des endroits étranges où ils ont soi-disant été vus. Par exemple sur des objets volants non identifiés écrasés. L'incident tristement célèbre de Roswell en l'année 1947 et les observations de la forêt de Rendlesham en l'année 1980 sont unis par une chose. Sur les 2 objets, selon les témoins oculaires, des symboles étranges étaient gravés. Quelqu'un a assuré qu'il avait vu quelque chose de similaire à des hiéroglyphes égyptiens sur les côtés. Et voici ce qui est absolument étrange. Les symboles découverts sur l'objet de Roswell correspondaient soi-disant à ceux vus sur l'objet à Rendlesham. Un dessin spécifique, un triangle avec 2 sphères, était apparemment présent sur les 2. Alors pourquoi des objets volants non identifiés se sont-ils retrouvés avec des symboles similaires aux symboles égyptiens ? Dans le complexe du temple de Dendera, il y a un célèbre relief avec une image qui a été surnommée la « lumière de Dendera ». Il y a un serpent rampant hors d'une fleur de lotus qui semble être soutenu par un pilier avec des bras humains. Mais si vous regardez de plus près, autre chose attire l'œil de la personne moderne. Tout cela ressemble de manière frappante à une lampe électrique géante, en particulier un tube de Crookes, un des premiers prototypes de l'ampoule électrique inventé au XIXe siècle. La ressemblance est en effet effrayante. Une coïncidence
ou les artistes antiques ont-ils représenté quelque chose de technologique? Il y a un autre détail intéressant. Exactement cette pièce où se trouve la lumière de Dendera est la seule de tout le temple où il n'y a pas de traces de suie provenant de lampes à huile. Les archéologues ont trouvé des restes de lampes partout, mais ici, rien. Alors comment les Égyptiens ont-ils éclairé cette pièce? Et pourquoi sculpter une image aussi complexe si elle devait rester cachée dans l'obscurité? Peut-être que la pièce n'était pas sombre du tout. Peut-être qu'ils l'ont éclairée d'une autre manière, plus avancée. L'oiseau de Saqqara est une petite figure en bois trouvée dans une ancienne tombe égyptienne près de Saqqara. Il a environ 2200 ans. À première vue, c'est un oiseau jouet. Mais regardez de plus près et il commence à ressembler à un modèle réduit d'avion. Contrairement aux autres figurines d'oiseaux de l'Égypte antique, celle-ci n'a pas de pattes et les ailes ont une forme inhabituelle, beaucoup plus similaire à des ailes d'avion qu'à celles d'un oiseau. Cela a fait réfléchir les gens. Et si les anciens Égyptiens savaient quelque chose sur le vol? Déjà, en l'année 1969, un médecin égyptien a suggéré que l'oiseau de Saqqara était un modèle d'une sorte de machine volante. Des passionnés en ont fait des copies pour tester l'aérodynamique et certains modèles ont plutôt bien plané lorsqu'ils ont été lancés. La plupart des archéologues pensent que c'est juste un jouet ou peut-être une girouette ou une figure de cérémonie d'un oiseau. Mais et s'ils en savaient plus que ce que nous avons l'habitude de leur attribuer? Ou et si quelqu'un d'un futur lointain les avait visités et que l'ancien artisan avait sculpté cette figure à partir de cet objet étrange qu'il a vu une fois glisser dans le ciel? Encore Saqqara. Près de la pyramide de Djesser, des archéologues sont tombés sur 24 boîtes noires en forme de sarcophage sculptées dans du granit d'Assouan massif. Cette pierre est incroyablement dur, à tel point que même les outils modernes y laissent difficilement une égratignure. Et il est d'autant plus surprenant que les hiéroglyphes les plus fins soient gravés en relief sur certaines des boîtes. De plus, chaque boîte est énorme et pèse plus de 100 tonnes. Certains considèrent l'exécution si parfaite qu'il est difficile de croire que les anciens Égyptiens ont réussi cela seuls. Et les partisans de la version extraterrestre en sont sûrs. Ces structures sont venues d'ailleurs, ou ont été créées selon les instructions plus avancées de quelqu'un. Il est impossible de parler de tels mystères et de ne pas se souvenir des grandes pyramides elles-mêmes. Même si l'on s'en tient à la version selon laquelle les Égyptiens étaient simplement ingénieusement inventifs et en avance sur leur temps, il est difficile de nier à quel point l'idée d'une aide extérieure est tentante. Et il ne s'agit pas seulement de la façon dont les pyramides sont construites, mais aussi de l'endroit où elles se trouvent. Les 3 pyramides principales sont alignées de manière à répéter presque la disposition des étoiles dans la ceinture d'Orion. De plus, les tailles des pyramides semblent correspondre à la luminosité de ces étoiles. 2 sont presque identiques en hauteur, et la 3e est environ moitié moins haute, exactement comme la 3e étoile de la ceinture, qui brille moins que les 2 autres. De plus, les pyramides se tiennent presque parfaitement alignées avec le pôle nord magnétique. Pour atteindre une précision aussi calibrée, une civilisation antique aurait besoin de connaissances en sciences, géométrie et astronomie comparables aux nôtres. Alors qu'en est-il? Quelqu'un les a-t-il aidés? Ou les Égyptiens étaient-ils vraiment si en avance sur leur temps? Il existe un mystérieux pilier en Inde, connu sous le nom de pilier de fer de Delhi. Il semble résister à la rouille, même après 1600 ans à l'air libre. Le pilier remonte à la période Gupta, approximativement aux années 375 à 413 de notre ère, et le fait qu'il ne rouille presque pas est vraiment impressionnant. Créer une telle chose sans technologie avancée et sans traitement chimique précis serait extrêmement difficile. Le pilier, d'environ 7 mètres de haut et pesant plus de 6 tonnes, se tenait à l'origine à un autre endroit et a ensuite été déplacé là où il se trouve maintenant. Sur celui-ci se trouve une inscription en sanskrit à la gloire d'un roi nommé Chandra. Pendant des siècles, il a enduré un climat rigoureux et est tout de même resté presque sans rouille. Il s'est avéré que le fer qui s'y trouve contient un composé spécial de fer, d'oxygène et d'hydrogène qui protège le métal. Mais la manière exacte dont les anciens maîtres y sont parvenus reste un mystère à ce jour. Et certains se demandent sérieusement, d'anciennes civilisations n'avaient-elles pas accès à des technologies très en avance, non seulement sur leur temps, mais aussi sur le nôtre? Si vous demandez quand la première batterie a été inventée, on vous répondra
en l'année 1800 par Alessandro Volta. Mais cela sera incorrect, parce qu'en l'année 1938, des archéologues ont trouvé la première véritable batterie, créée il y a environ 2000 ans. Il s'agissait de récipients en argile avec des tiges de fer capables de produire plus d'1 volt d'électricité, et ils ont été découverts non loin de Bagdad. 3 de ces appareils ont été trouvés, et depuis lors, rien de tel n'a jamais été rencontré à nouveau. L'origine exacte de ces batteries reste incertaine. Pourquoi étaient-elles nécessaires au juste? Il y a plein de versions. Certains croient qu'avec leur aide, une fine couche d'or était appliquée sur les bijoux, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient la galvanoplastie 2 millénaires avant qu'elle ne soit inventée. Certains pensent qu'une faible décharge électrique était utilisée dans les temples, touchait la statue d'une divinité et ressentait un léger picotement, quelle preuve de la présence de puissance supérieure. Mais une chose est claire, la société qui les a fabriquées était soit incroyablement avancée, soit a reçu l'aide de quelqu'un qui en savait beaucoup plus, peut-être même venant du futur. Dans les archives les plus profondes d'un musée, dans sa collection interdite, repose un objet si glaçant que beaucoup croient sérieusement, une véritable présence démoniaque est enfermée à l'intérieur, la momie d'un démon à cornes. Scellée dans une boîte en bois doublée de velours, cette minuscule figure semblable à un squelette avec des cornes pointues, des oreilles pointues et des jambes grotesques couvertes de fourrure évoque immédiatement des images de rituels sombres. Si l'on en croit les rumeurs, l'artefact remonte à un occultiste du XVIIIe siècle qui prétendait avoir invoqué des créatures du monde souterrain. La momie a été transférée au musée discrètement, dans des circonstances extrêmement mystérieuses, et était accompagnée d'un avertissement. En aucun cas, n'ouvrez la boîte après minuit. Le personnel du musée murmure au sujet de sons étranges et d'ombres inexplicables près de l'endroit où elle est conservée. C'est pourquoi elle a été enfermée loin des yeux curieux pour que quelqu'un ne réveille pas accidentellement ce qu'il vaut mieux ne pas toucher. Profondément dans une réserve secrète d'un musée se trouve Sidney 7, une machine antique de divination avec une réputation bien plus sombre que son sourire peint et joyeux ne le laisse deviner. Au début du XXe siècle, de telles choses étaient monnaie populaire dans les salles d'arcade. Insérez une pièce et attendez impatiemment ce que Sidney imprimera pour vous sur une carte. Mais bientôt, des rumeurs troublantes se sont répandues. Les prédictions de Sidney se sont effroyablement réalisées, prédisant souvent des accidents, des maladies et des ennuis. Certains des visiteurs ont assuré que les yeux de la poupée les suivaient. Il y a eu des histoires sur la façon dont les travailleurs, la nuit, entendèrent des rires ou voyaient que Sidney distribuait des cartes, bien que personne ne les démarrait. Effrayé par la légende grandissante, le personnel du musée a discrètement retiré la machine de l'exposition et l'a solidement enfermée. Bien que certains se demandent encore, Sidney sait-il déjà à l'avance ce qui attend ceux qui troubleront à nouveau sa paix? Dans les archives mal éclairées d'un musée se trouve l'un des livres, pour enfants, les plus troublants au monde. Un livre animé intitulé « Curiosités médicales, anomalies de la nature et tromperies de foire ». Habituellement, de tels livres charment les enfants avec des personnages joyeux surgissant des pages. Celui-ci fait exactement le contraire. Et vous ne pouvez certainement pas l'appeler pour les enfants. À l'intérieur de ces pages se cache un visage humain momifié, d'un réalisme terrifiant. Et à proximité, de sinistres photographies et des descriptions inconfortables d'artistes de foire et de spécimens anatomiques bizarres. Le livre a été créé comme une curiosité sombre et il a rapidement acquis une notoriété lorsque la rumeur s'est répandue. Ceux qui osaient le lire étaient tourmentés par des cauchemars, de l'insomnie et des affections inexplicables. Les conservateurs l'ont discrètement retiré de l'accès public et l'ont solidement enfermé, craignant l'aura étrange et ce sentiment désagréable qu'il vaut mieux ne pas ouvrir certaines pages du tout. Imaginez que vous emménagez dans la maison où vous avez grandi et que vous trouvez des os en dessous, et pas n'importe lesquels, mais les os de votre propre père qui a disparu alors que vous n'étiez encore qu'un nourrisson. C'est exactement ce qui est arrivé à un habitant de New York nommé Michael Carroll. Pendant de nombreuses années, Michael s'est demandé ce qui était arrivé à son père George, qui a disparu en l'année 1961, lorsque son fils n'avait même pas 1 an. Les versions de sa mère changeaient constamment. D'abord, le classique est sorti acheter des cigarettes et n'est pas revenu. Ensuite, est allé sortir les poubelles et a disparu. Puis, qu'il est parti pour une femme qu'il a rencontrée pendant la guerre de Corée. Après la mort de sa mère en l'année 1998, Michael a acheté sa maison, celle-là même où il a grandi, et il s'est tourné vers des voyants. L'un d'eux a pointé un endroit dans le sous-sol. « Je sens de l'énergie venir d'ici.
Des années plus tard, avec l'aide d'un radar à pénétration de sol, Michael a confirmé, sous la maison, à une profondeur d'environ 2 mètres, il y a quelque chose. Il a commencé à percer le sol du sous-sol. Et, vous ne pouvez pas inventer ça? Exactement le jour d'Halloween, ses fils ont fait une découverte macabre. Des os humains. Les autorités ont rapidement établi, ce sont les restes du père de Michael, qui est mort d'un coup avec un objet contondant. Michael avait des suppositions quant à qui aurait pu faire cela, mais il ne les a pas partagées publiquement. Sous une maison sur Craven Street à Londres, plus de 1200 restes squelettiques ont été trouvés, à la fois humains et animaux. Les os remontent à la période allant d'approximativement l'année 1757 à 1775, exactement quand le célèbre père fondateur américain Benjamin Franklin vivait dans ce quartier. La maison a été utilisée par William Hewson, un pionnier de l'anatomie. À cette époque, disséquer des cadavres était illégal et Franklin a fourni son sous-sol, le transformant en une école d'anatomie secrète. De cette façon, Hewson et ses étudiants pouvaient étudier la structure du corps en secret de tous, une partie curieuse de l'histoire. Mais resteriez-vous vivre dans une maison, sachant que des milliers de corps ont été disséqués dans votre sous-sol ? Des voyageurs se sont frayés un chemin à travers la végétation dans la dense jungle cambodgienne pour trouver l'épave d'un avion écrasé. Son fuselage mutilé repose au même endroit où il est tombé et est progressivement englouti par la forêt tropicale. Sous l'eau, un mystérieux objet en forme de disque a été découvert, ressemblant exactement à une soucoupe volante engloutie. Mais sa véritable origine reste inconnue. Qu'en pensez-vous? Est-ce l'œuvre d'art de quelqu'un ou un véritable objet volant non identifié? Dans cette vidéo, d'une qualité pas très claire, un hélicoptère transporte un objet mystérieux en forme de soucoupe géante. Je me demande, est-ce un matériau de construction, un appareil militaire secret ou un véritable objet volant non identifié? Partagez vos pensées. En Amérique, ils aiment vraiment tout ce qui touche aux objets volants non identifiés. Ils plaisantent même sur ce sujet. Un conducteur s'est arrêté au bord de la route, ayant repéré une soucoupe volante garée près d'un café. Une bonne façon d'attirer les clients, n'êtes-vous pas d'accord? Mais qui sait, peut-être que les extraterrestres aiment aussi les hot dogs. Des explorateurs ont découvert profondément dans la forêt un objet étrange en forme de soucoupe. Qu'en pensez-vous? Est-ce un ancien objet volant non identifié fossilisé ou un appareil industriel? Numer 1. Lorsqu'il s'agit d'or englouti en de telles quantités, il y a une forte motivation pour monter une opération de recherche à grande échelle. Ainsi, des lingots d'or ont été remontés du fond provenant du navire Central America, qui est également appelé le navire d'or, parce qu'il transportait du butin de l'époque de la ruée vers l'or à cette époque. Le 12 septembre de l'année 1857, sur les hauts de fond côtiers du cap Hatteras, le navire a fait naufrage à cause d'un ouragan et l'un des plus grands trésors d'or a plongé dans l'abîme. Un lingot rare sous le numéro Just Headhunter est parti aux enchères pour des millions de dollars. Et là-dessus, la chasse au trésor d'aujourd'hui se termine. Laquelle des découvertes, à votre avis, est devenue la meilleure et valait certainement les efforts dépensés? Dites-le nous dans les commentaires. Et écrivez le mot-clé « Roquette » dans les commentaires. De cette façon, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la toute fin. C'est très important pour nous. Et si vous voulez une suite ou quelque chose de similaire, alors écrivez-le aussi dans les commentaires, laissez des j'aime et abonnez-vous à la chaîne Top Facts pour des compilations des faits et des vidéos les plus incroyables de tout l'internet. Merci d'avoir regardé et regardez dès maintenant les précédents épisodes incroyables qui sont déjà apparus sur votre écran.